Et ce matin, nous sommes avec le membre du gouvernement en charge de la santé. Bonjour Claude Gambet. Bonjour auditrices, bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin alors que ce week-end, un homme est mort sur le parking de l'hôpital de Koumak qui était fermé, victime d'une crise cardiaque, décédé vraiment dans des conditions inqualifiables. Quelle est votre réaction ce matin à ce drame ? C'est une véritable tragédie qui découle de la pénurie de soignants en Nouvelle-Calédonie. Et donc j'ai eu l'occasion hier d'adresser les condoléances du gouvernement aux familles qui ont été touchées par ce douloureux événement. Oui. Aujourd'hui, c'est la province Nord qui est le plus touchée par ces drames. On le sait, c'est pas la première fois. D'ailleurs, il y a un homme aussi qui est décédé dans sa voiture en tentant de regagner l'hôpital de Koné. Il y a eu plusieurs drames de ce type. C'est ce que vous pouvez nous confirmer ? Je ne peux pas vous confirmer. Les informations que j'ai, c'est le dernier décès qui s'est déroulé à l'hôpital de Koné. Comment faire face à ces situations dramatiques de Koumak, oui. Comment faire face à ces situations dramatiques ? Est-ce qu'il y a des solutions d'urgence à mettre en place, notamment pour que ces structures d'accueil, de soins, de proximité puissent fonctionner normalement ? Puisqu'on le sait, là, il y avait un certain nombre de personnels qui ont pu intervenir, mais pas d'accès finalement à la salle de déchocage. Qu'est-ce que le gouvernement peut mettre en place ? Alors, ce qui est essentiel à retenir, c'est que il y a une grosse problématique de ressources humaines. Donc on peut avoir des salles de déchocage, on peut avoir des hôpitaux, mais s'il n'y a pas de ressources humaines, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc c'est ça l'équation à régler. Donc pour l'heure, l'urgence, c'est surtout de trouver du personnel soignant. Voilà. Donc il y a des actions sur le court terme et des actions sur le moyen terme. Voilà. Donc sur le court terme, donc le gouvernement a actionné le levier des recrutements des personnels étrangers. Hein. Je vous rappelle que il y a actuellement en Hexagone 30 000 médecins étrangers qui travaillent. Donc il y a également une pénurie en Hexagone. Les estimations en manque d'infirmières sont de l'ordre de 80 000 infirmières qui manquent en Hexagone d'ici 2050. Et donc l'exercice n'est pas facile. Donc on a recours à ces médecins étrangers. Alors je précise que ce sont des médecins qui travaillent dans les hôpitaux en France, donc qui sont recrutés ici, qui sont francophones et qui ont de bons diplômes et qui sont validés en commission d'autorisation d'exercice. Il y a une commission d'autorisation d'exercice qui contrôle les diplômes. Alors à l'intérieur, vous avez des gens de la DAS, des universitaires, etc., qui contrôlent très très strictement la validation des diplômes. Donc ce sont des médecins qui exercent déjà depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on a déjà des premiers retours sur leur pratique ? Comment d'ailleurs ils sont accueillis par la population, ces médecins étrangers ? Parce que ça peut être parfois peut-être compliqué pour certaines personnes. Ils sont tous francophones, hein, on le rappelle. C'est ça. Vous avez des médecins qui viennent d'Asie, donc du Vietnam, de l'Inde, qui viennent du Mexique, qui viennent de Norvège, qui viennent de la Roumanie, qui viennent d'Afrique, du Maghreb, etc. Donc, pour l'heure, les retours que j'ai sont assez satisfaisants. Il y a quelques retours de médecins qui nécessiteraient éventuellement un accompagnement de seniors. Mais en général, ça va. Donc, je rappelle que ce sont des médecins qui exercent par ailleurs en Hexagone ou qui ont exercé en Europe, en Belgique, etc. Donc, ça va. Ça nous aide. C'est une bonne bouffée d'oxygène. D'ailleurs, je leur remercie parce que ce sont des personnes qui font des sacrifices. Ils viennent avec leur famille de loin, des pays étrangers, et qui nous aident à réguler cette pénurie de personnel soignant. Oui. Vous parliez des infirmiers, des infirmières. Là aussi, il y a un manque criant d'infirmiers et d'infirmières sur le territoire. Il me semble que c'est à peu près de l'ordre de 200 personnels qu'il manque. Il faut aussi retenir ceux qui sont là. Il y a la question de l'attractivité. Donc il y a beaucoup de volets et beaucoup de leviers à actionner pour pouvoir justement pallier cette difficulté. Tout à fait. Alors le nombre, il commence à diminuer quand même, puisque je rappelle qu'on a diplômé 18 infirmières calédoniennes récemment. Il y en a encore 14 qui vont sortir d'ici quelques mois, d'ici le mois de septembre. Donc petit à petit, le déficit se résorbe. Et dans le cadre des missions qui sont organisées en Hexagone, il y a également un bon nombre d'infirmières qui terminent leur formation, qui ont
émis leur souhait de venir travailler en Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai bon espoir. Voilà. Alors, vous parliez de cette mission, vous revenez justement de métropole, vous étiez notamment à Paris pour rencontrer le ministère de la Santé, pour rencontrer un certain nombre de structures. Quel est l'accueil que vous avez reçu et quelles sont les choses qui ont été mises en place ? Nous avons reçu un très bon accueil. Comme je le disais un peu avant, on aura des infirmières, certainement des infirmières à la sortie des IFSI au mois de juillet. J'ai surtout concentré ma mission sur les disciplines qui manquent cruellement à la Nouvelle-Calédonie. Je vous en cite quelques-uns: l'ophtalmologie, la cancérologie, l'oncologie, ce qu'on appelle l'oncologie. Vous avez également tout ce qui a trait à la gastro-entérologie. Il y a également la santé mentale qui est en grande souffrance. Et donc, j'ai reçu un accueil très favorable. Et donc, cela devrait se concrétiser par des conventions de partenariat afin qu'ils puissent nous envoyer des missions de soutien. Pour la Fondation Rothschild, par exemple, pour la question de l'ophtalmologie, la mission est déjà repartie puisqu'ils sont venus. Et il y a d'autres missions qui vont venir pour nous soutenir. Alors, tous ces conventions-là vont être encadrées par une convention en cadre de partenariat avec l'État, puisque je suis passé également au ministère de la Santé, avec qui nous avons longuement échangé pour, on va dire, préciser comment on appelle ça, les besoins pour lesquels la Nouvelle-Calédonie aurait besoin de soutien. Et donc la convention est en cours de finalisation, elle est en cours de rédaction avec le Haut-Saria. Donc c'est quelque chose qui devrait se faire d'ici quelques semaines. Mais ça prend quand même du temps, il y a un temps de latence entre la convention et la mise en œuvre réellement du partenariat. Et dans ce laps de temps, est-ce qu'il y a des comme solutions ? Je vous le disais, il y a déjà des missions qui sont reparties, donc ils sont revenus. Donc les choses sont lancées. Voilà. Donc les conventions existent. Par exemple, je prends l'exemple du Medipôle qui a des conventions avec des CHU et les personnels arrivent. D'ailleurs, vous avez... hier, j'ai eu l'occasion d'assister à un reportage télévisé sur les médecins étrangers. Dont certains sont on appelle ça ça y est, j'ai perdu le mot. Des praticiens associés, non, des stagiaires associés, voilà, qui résultent d'une convention entre le Medipôle et les CHU dans les pays d'origine. Oui. Ce qui veut dire que le Medipôle, finalement, termine la formation de ces médecins pour qu'ils soient ensuite des praticiens. Voilà. Ce sont des conventions, des échanges de bonnes pratiques entre les hôpitaux. C'est des choses qui se pratiquent par ailleurs, oui. Alors, on parle beaucoup de la situation à l'hôpital, on parle aussi des libéraux de santé, on a parlé de la province Nord. Quelle est la situation aussi aux îles ? On sait qu'il y a des difficultés, mais qu'il y a aujourd'hui des infirmières en pratique avancée, notamment, qui font des actes un peu supérieurs aux infirmières classiques et qui sont aussi déployées pour pouvoir pallier le manque de médecins. Il n'y a pas encore d'infirmiers en pratique avancée qui exercent en Nouvelle-Calédonie. C'est un objectif, en tout cas. Voilà, c'est un objectif. Donc, il y en a un certain nombre qui sont actuellement en formation en Hexagone. J'ai eu l'occasion de passer à l'université de Bordeaux, où j'ai pu croiser les responsables de la formation en pratique avancée, et qui sont très, très satisfaits de la formation des infirmières calédoniennes qui sont sur place, qui devraient revenir sous peu, et qui serait une bouée de sauvetage pour les déserts médicaux. Voilà, puisque ce sont les infirmiers en pratique avancée, ce sont des infirmiers plus, ce ne sont pas des médecins. Et c'est un peu le système australien, là, vous voyez, parce que là-bas, ils sont confrontés aussi aux déserts médicaux. Donc, ce sont des infirmiers qui sont spécialisés dans certaines disciplines, comme les urgences, comme la santé mentale, comme le diabète, etc. Et qui vont pouvoir nous aider dans les zones où il n'y a pas de médecins. Face à cette pénurie de soignants, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, puisque la pénurie est mondiale et qu'elle est d'ailleurs partout en France sur les médecins et les infirmiers, aujourd'hui, il faut qu'on change notre rapport à la santé, c'est ça ? Oui, il faut changer de paradigme. Je ne cesse de le répéter. On a un modèle jusque-là qui
qui est trop assis sur le soin. Voilà. Or, nous n'avons pas on va dire, les assises suffisamment fortes, que ce soit financier ou en matière de ressources humaines, pour supporter ce modèle-là. Donc c'est une réflexion qui est en cours. Il faut faire de la prévention pour éviter les pathologies. Voilà. Alors, le plan de Docamo qui a été adopté en 2018 cible 3 modèles à réformer, qui est d'abord le modèle économique. Donc c'est un travail qui est porté actuellement par mon collègue Christophe Gigès sur la fiscalisation du financement du système de santé, parce que notre système de santé est devenu insoutenable. Voilà. À ce jour, je vous rappelle que 75% du financement du système de santé l'est par les cotisations. Ce sont les travailleurs qui financent le système de santé. Ça, c'est des choses qui n'existent plus dans les pays de l'OCDE. Donc il faut changer cela. Le deuxième modèle à réformer, c'est le modèle de la prévention. Voilà. Donc alors on ne fait pas assez pour la prévention. Donc il y a une taxe sucre qui a été adoptée. On espère un rendement de plus d'1 milliard qui va pouvoir financer. Alors je me suis accordé avec ma collègue du gouvernement, Mme Isabelle Chamorro, pour mettre le maximum sur le début de la vie. Autrement dit, le programme 1000 premiers jours et la santé à l'école. Voilà. Et puis le troisième volet du plan de Docamo, le modèle à réformer, c'est le modèle de la gouvernance. Donc c'est des choses aussi qui sont en cours. Vous avez entendu parler qu'il y a des enveloppes maintenant qui sont dédiées, on appelle l'OCEAM, c'est l'équivalent de l'ONDAM l'ONDAM en hexagone. L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ici, c'est l'OCEAM, l'objectif calédonien des dépenses d'assurance maladie. Donc les dépenses sont fixées. Actuellement, on est en train de travailler sur le numéro unique de santé. On est également en train de travailler sur une agence de régulation des dépenses de santé. Donc les choses avancent. Voilà. Donc c'est un modèle. C'est un modèle, si vous voulez, il faut tendre vers un modèle qui est soutenable, parce que le modèle actuel, il est à hauteur de 130 milliards. Il faut qu'il soit soutenable. Il faut que ce soit un modèle qui soit durable, d'où l'importance de travailler beaucoup plus la prévention. Et puis, il faut que ce soit un modèle qui soit acceptable par les Calédoniens. Voilà. Donc, il faut utiliser les savoir-faire et le capital naturel des Calédoniens pour qu'il y ait de l'adhésion. Il faut qu'il soit acceptable. Pour qu'il soit acceptable, c'est important d'être acceptable pour qu'il y ait de l'adhésion. Parce que s'il n'y a pas d'adhésion, vous pouvez faire toutes les belles théories, mais s'il n'y a pas d'adhésion, les Calédoniens ne suivront pas. Il y a notamment d'ailleurs des formations en pharmacologie à l'UNC qui reprennent les savoirs traditionnels. Donc des solutions à court, moyen et long terme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'habituer à ce qu'on ait une offre de soins dégradée, puisqu'on était habitué quand même à soigner tout le monde partout avec des structures de proximité? Est-ce que ça, c'est un modèle qui est derrière nous? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'en brousse, si on a un arrêt cardiaque, on va avoir plus de difficultés et moins de chances de survie? Voilà. Alors, on va procéder de manière rigoureuse. Et actuellement, il y a un chantier qui est lancé. C'est la refonte de la carte sanitaire de la Nouvelle-Calédonie qui va préciser très exactement les moyens qu'il va falloir déployer pour satisfaire les besoins des Calédoniens. Et à ce moment-là, je pourrais vous dire si il faudra rétrograder dans ce qu'on a connu ou s'il faut au contraire renforcer l'offre de soins actuelle. Voilà. Mais les choses ne sont pas faites. Je préfère être prudent et laisser faire les sachants, voilà, parce qu'il y a une équipe qui va faire ce travail-là, qui va s'occuper de la refonte de la carte sanitaire de Nouvelle-Calédonie, qui est une vieille carte maintenant. Et on verra les résultats d'ici la fin de l'année. Voilà. Bon, on vous invitera de nouveau à cette occasion pour nous en parler. Merci beaucoup, Claude Gambet, d'avoir été avec nous. Très bien.